Geneviève Cellier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour la chaîne Game Focus. Alors Geneviève Cellier, vous êtes professeure émérite en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montaigne. Après une thèse sur le cinéma de Jean Grémillon, vous obtenez donc un doctorat en cinéma et vous vous spécialisez sur les rapports sociaux, de sexe et de genre dans le cinéma français. Vous avez publié plusieurs études et ouvrages sur près de 40 ans de travaux, notamment La Nouvelle Vague au masculin singulier en 2005, publié au CNRS Éditions. Et récemment, vous avez sorti un nouveau livre, Le culte de l'auteur, en septembre dernier, qui a un peu fait parler de lui, on peut dire, dans le milieu du cinéma et de la critique, où vous questionnez les rapports de domination dans le cinéma français et comment la critique a, sous couvert d'analyse esthétique à l'époque de la Nouvelle Vague surtout, a accepté dans l'histoire des récits et des comportements violents, et aussi vous rappelez que ce culte obscurcit beaucoup l'idée du collectif dans la réalisation d'un film. Donc avant de rentrer plus précisément dans ce livre qui était très intéressant, j'aimerais d'abord vous demander un peu ce qui vous a amené à travailler sur ces thématiques précisément. Eh bien, je dirais que c'est à la fois mon intérêt pour les histoires que racontent les films, c'est-à-dire que je dirais pas que j'ai un côté midinette, mais je me revendique comme une spectatrice ordinaire, c'est-à-dire que je vais au cinéma pour prendre plaisir aux histoires qu'on m'y raconte, aux personnages qui prennent vie, etc. Et donc, j'ai remarqué, comme tout le monde, que la plupart des films de fiction racontent des histoires d'amour, d'attirance, de haine éventuellement entre hommes et femmes, ou entre hommes et hommes et femmes. Enfin bon, autrement dit que ce qu'on appelle aujourd'hui les rapports de genre occupe l'essentiel des fictions que raconte le cinéma. Donc ça, c'est, autrement dit, c'est parce que la question des rapports, de la représentation des rapports de genre au cinéma m'a semblé centrale que je m'y suis intéressée. Et puis d'autre part, bien entendu, c'est mon expérience de femme, c'est-à-dire d'une femme qui est née au tournant des années 50 et qui a vécu, alors d'une part, la répression de la période d'avant 74, les avortements clandestins, la question de la domination masculine dans le couple, etc., qui a fait que ces questions-là m'ont semblé des questions non seulement intéressantes pour les films, mais également essentielles pour comprendre l'état de la société. D'accord, et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à écrire Le culte de l'auteur ? Alors ça, c'est beaucoup plus récent évidemment. Donc depuis les années 70, je travaille sur les rapports, ce qu'on appelait à l'époque les rapports sociaux de sexe dans le cinéma français. D'abord dans l'œuvre de Grémillon, puis avec Noël Birch dans l'ensemble du cinéma français des années 30, 40, 50. Puis moi, j'ai repris le flambeau pour aborder la nouvelle vague sous cet angle. Et j'ai continué par la suite, avec Noël Birch, on a travaillé sur les téléfilms français, qui nous semblaient parler de ces questions-là de manière intéressante, mais le livre que nous avons édité à l'INA a été un bide absolu parce que l'élite cultivée ne regarde pas la télévision en France, en tout cas pas les téléfilms français. Et donc, les gens qui étaient susceptibles de lire notre livre et d'avoir vu les téléfilms dont nous parlions étaient proches de zéro. Donc, voilà. Alors qu'ils ont une grande popularité, en plus ces téléfilms en général, ils sont souvent regardés par les Français. Alors, ces téléfilms ont pour caractéristique d'être regardés par des millions de Français et surtout de Françaises, hein, puisque grâce à Médiamétrie, on sait que le public de la fiction est un public majoritairement féminin à la télévision, mais c'est un public de femmes, en général de mères de famille, des classes moyennes et populaires. C'est pas elles qui lisent des livres universitaires. Hein. Donc voilà. Oui. Donc après cette expérience un peu amère quand même, il faut bien le dire, parce qu'on y a passé pas mal d'années dans les caves de l'Inatech, j'ai repris mon bâton de pèlerin pour travailler collectivement sur le cinéma populaire de l'après-guerre, à l'occasion d'un programme de ANR, de l'Agence nationale de la recherche, que j'ai dirigé avec Raphaël Moine, une collègue de Paris 3.
sur donc cinéma et cinéphilie populaire dans la France d'après-guerre. Et à la faveur de ce programme, grâce auquel nous avons publié pas mal de bouquins collectifs, j'ai découvert le courrier des lecteurs de Cinémonde, c'est-à-dire une rubrique hebdomadaire d'un magazine qui a été le plus populaire sur le cinéma, des magazines spécialisés entre en fait 1930 et 1970. Mais j'ai étudié en particulier la période, il a été suspendu pendant l'occupation. J'ai étudié d'abord avec mes collègues, puis après seul, le courrier des lecteurs de cet hebdomadaire, dont j'ai découvert qu'il était essentiellement nourri par des correspondantes. C'est-à-dire que j'ai découvert, je crois, à peu près le seul lieu identifiable en France d'une cinéphilie féminine. Et donc je me suis plongée là-dedans et j'ai publié en 2023 un ouvrage que j'ai intitulé « Le cinéma des midinettes » et qui était donc l'exploration de ce courrier des lecteurs sur 20 ans, entre 1946 et 1967. Voilà. Donc là, je m'intéressais à la réception ordinaire et pour me rendre compte que c'était extrêmement riche et que la caractéristique de beaucoup de ces lettres, qui sont citées de manière en extrait, hein, qui ne sont jamais citées, enfin, sauf exception, mais la plupart du temps ne sont pas citées in extenso, mais quand même, les citations suffisaient à se rendre compte que la manière dont, en particulier, les correspondantes accueillaient les films articulait de manière très intéressante les questions éthiques et les questions esthétiques. C'est-à-dire, bon, le caractère convaincant des performances des acteurs, l'histoire que racontaient les films comme une leçon de vie, etc., etc. Et aussi, évidemment, le caractère émouvant ou pas des images et des sons et des musiques, etc. Voilà, donc je venais de terminer ce travail et j'étais en train de me lancer dans une anthologie des journalistes de cinéma de l'après-guerre quand est arrivée la deuxième vague du mouvement MeToo, c'est-à-dire le moment Godrèche, on dira. Hein. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me jette dans la bataille parce que toutes les prises de parole ne mettaient pas en relation les violences dénoncées sur les tournages, et avant et après, bien sûr, aussi, et ce que racontent les films. Et donc, moi, mon travail sur la nouvelle vague en particulier m'avait rendu sensible au fait que les histoires que racontent les films de la nouvelle vague sont des grands fantasmes masculins et qui, en général, traitent les personnages féminins d'une façon, sinon violente, tout au moins dévalorisante. Donc, je me suis dit qu'il y avait un travail à faire pour articuler cette question des violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma d'auteur et ce que racontent les films. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et c'est la raison pour laquelle, après un certain nombre de considérations générales sur l'état de ce milieu, au sens large, c'est-à-dire à la fois le milieu professionnel, le milieu des critiques, les institutions cinéphiliques, etc., ce milieu extrêmement doté et extrêmement puissant en France, j'ai proposé un certain nombre d'analyses de films, du point de vue du genre, évidemment, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des considérations esthétiques en lien avec les représentations filmiques. Et votre livre, du coup, il comporte quelques phrases qui sont assez provocantes, notamment celle dès le début du livre, dans l'introduction, où vous dites que la politique des auteurs qui a
beaucoup été théorisé à l'époque de la Nouvelle Vague, et la plus grande supercherie de l'histoire du cinéma, ça a beaucoup marqué les esprits. Oui, oui, je me suis autorisé quelques provocations, mais l'idée, c'est d'essayer de déloger quelque chose qui est devenu l'alpha et l'oméga du cinéma en France, c'est-à-dire que les bons films n'ont qu'un seul auteur. Or, évidemment, dès qu'on s'intéresse un petit peu à la façon dont se fabriquent les films, on sait bien que c'est complètement faux. Non seulement parce que un film, en tout cas ceux qui sont exploités commercialement, ne sont pas techniquement l'œuvre d'une seule personne, mais qu'en plus, comme le cinéma coûte cher, le film tel que nous le voyons en salle est en général le résultat d'un nombre quasi infini de négociations entre divers acteurs, enfin acteurs au sens large, hein, du fait même que n'importe quelle scène écrite dans un scénario a un coût et qu'il va falloir négocier avec le producteur, avec le distributeur, combien coûte cette scène, etc. Et que donc à l'arrivée, on a quelque chose qui est le résultat d'un nombre quasi infini de négociations collectives, donc, hein, sans parler du fait qu'un film est à la fois le résultat du talent des scénaristes, parce qu'il y en a toujours plusieurs, quoi qu'en dise la politique des auteurs, le réalisateur, certes, mais l'opérateur, les acteurs, évidemment, les dialoguistes, que les dialogues soient improvisés ou bien qu'ils soient écrits à l'avance, tout ça est le résultat d'un travail collectif, et très souvent d'un partage d'ailleurs, hein, que le mythe du cinéma d'auteur a tenté d'effacer complètement. Et donc, ma phrase un peu provocatrice est l'expression de ce désir de secouer un petit peu le cocotier et de demander un petit peu de lucidité à tous ces gens qui se fantasment comme des génies solitaires. Et pour vous, cette politique des auteurs, donc effectivement, elle a été théorisée à l'époque de la Nouvelle Vague, mais pour vous, du coup, c'est vraiment à cet instant-là, pendant cette période, qu'il y a cette politique. En quoi ça marque du coup un tournant finalement dans le cinéma? C'est quoi les conséquences dans le milieu qui est dit cinéphile, critique? Et finalement, comment ça se passait avant la Nouvelle Vague? Comment a été perçus les films par la critique? Avant la Nouvelle Vague, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais. Je décris un état des faits, quoi. Hein. Jusqu'à la Nouvelle Vague, le cinéma est perçu par tous ceux qui le font et par tous ceux qui le consomment comme un art collectif. Du point de vue du droit moral, jusqu'en 1957, en France, la responsabilité artistique des films est répartie en 4 postes, si on peut dire: scénario, réalisation, chef opérateur et musicien. En 1957, le changement de la législation donne le droit moral sur le film au seul réalisateur. Et c'est perçu par donc la jeune génération comme une grande victoire, et aussi par un certain nombre de réalisateurs de la génération antérieure, puisque c'est quelqu'un comme Marcel L'Herbier qui a beaucoup travaillé à faire changer la loi. Mais le problème, c'est que en France, ce changement législatif s'accompagne d'un autre changement législatif, qui est la création de l'avance sur recette en 1959 par le ministère de la Culture, créé en 1959 par De Gaulle pour Malraux, hein, et qui va, en quelque sorte, qui va instituer l'État comme le grand mécène des artistes, l'État mécène, hein, un peu dans la tradition, au fond, de Louis XIV. Hein. Cet État mécène va donc se donner les moyens de protéger ceux qu'il considère comme des artistes de la loi du marché. Ce qui en soi est une très bonne chose, évidemment,
sauf que ce qui est simple pour la littérature, la peinture, un peu moins pour la musique, mais ne l'est pas du tout pour le cinéma, dans la mesure où le cinéma est aussi une industrie. Et que donc, on va voir se développer un cinéma en France, un cinéma à 2 vitesses. D'un côté, le cinéma, on va dire, industriel, celui qui fonctionne en se donnant comme but la rentabilité, et donc pour ce faire, en privilégiant l'emploi d'acteurs connus que la presse spécialisée entretient pour en faire des stars et pour stimuler l'envie des spectateurs de voir leurs performances, et également des genres qui permettent aux spectateurs de savoir qu'est-ce qu'ils vont voir. Un policier, une comédie, un mélodrame, etc. Bon. Toutes ces normes qui permettent au cinéma, en quelque sorte, de limiter les risques, là, le cinéma comme industrie, ne jouent plus dans le secteur donc, qui se crée au tournant des années 60, à la suite de la Nouvelle Vague, et qui ambitionne d'échapper à la loi du marché grâce aux aides de l'État. Enfin, ce n'est pas les aides de l'État directement, c'est les aides que perçoit le Centre national du cinéma à travers une taxe qui a été créée en 1948 sur les billets d'entrée et qui va progressivement s'étendre à toutes les industries audiovisuelles, la télévision, les télévisions publiques et privées, le software, le hardware, enfin bon, les plateformes, enfin, si bien qu'aujourd'hui, le CNC, par le jeu de ces taxes sur les industries audiovisuelles, a un pactole tout à fait considérable, 700 millions d'euros par an. Et donc la question, c'est comment est redistribué ce pactole. Alors, l'idée géniale de la loi de 1948, c'était, après la libération, et le cinéma français ayant énormément souffert de l'occupation, des bombardements, etc., c'était de reconstruire le cinéma français en taxant, y compris les films étrangers, et en particulier, évidemment, les films hollywoodiens, qui étaient devenus de nouveau majoritaires sur les écrans français. Et donc, grâce à cette taxe, l'appareil économique et technologique du cinéma français se reconstruit, ce qui est extrêmement positif, et c'est un des rares pays européens où le cinéma après-guerre a retrouvé assez rapidement son lustre d'avant-guerre. Ça a été beaucoup plus difficile dans d'autres pays européens. Et donc, 10 ans plus tard, ce système, alors qu'on a appelé l'aide automatique, parce que chaque producteur français recevait une somme au prorata du nombre d'entrées qu'avait fait son film précédent. Et donc, pour stimuler le renouvellement des générations, en quelque sorte, et pour stimuler l'innovation, en 1959 est votée cette loi d'aide à la qualité, dont il avait déjà existé une version plus modeste depuis 1954-1955. Mais là, c'est carrément l'idée de financer sur scénario un projet de film jugé artistiquement ambitieux et que donc les producteurs de l'industrie n'auraient pas soutenu. Voilà. Donc c'était en quelque sorte pour permettre le renouvellement des talents, etc. Bon, tout ça est extrêmement positif et effectivement, ça va permettre de pérenniser le renouvellement des générations tel que la Nouvelle Vague l'a inauguré. Alors ça fait 60 ans et le problème, c'est que le système, en se sophistiquant, en s'enrichissant, en s'élargissant, a eu des effets pervers, et c'est ces effets pervers que je pointe dans mon livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 4 commissions d'avance sur recette, une commission pour les premiers films, une commission pour les seconds films, une commission pour tous les autres films, et une dernière commission pour rattraper les films après réalisation, ce qui aurait échappé à la sagacité des commissions précédentes.
Et alors, le résultat de tout ça, c'est que des réalisateurs très bien installés, qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de métier derrière eux, et qui donc ne devraient plus avoir de problème pour faire des films, continuent à recevoir l'avance sur recette, et donc peuvent se passer de se poser la question de leur rapport avec le public, c'est-à-dire peuvent laisser de côté la question de est-ce que les histoires que je raconte, est-ce que les films que je fais intéressent d'autres gens que mes pairs, c'est-à-dire ceux qui siègent dans les commissions d'avance sur recette, puisque la caractéristique du système français, c'est que ces commissions sont occupées par les gens de la profession. Donc les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, les critiques. Et alors, par souci d'éviter ce qui se passe dans les prix littéraires où les gens sont dans les jurys depuis 20 ans, pour éviter ça, ils sont renouvelés tous les ans, les gens dans les commissions. Mais alors, le résultat, c'est que les mêmes sont tour à tour attributeurs et bénéficiaires de l'avance. Et que, évidemment, quand ils ont reçu l'avance, et qu'ensuite ils sont sollicités pour faire partie des commissions d'avance, la moindre des choses, c'est qu'ils remercient leurs petits camarades en leur donnant à leur tour les avances qu'eux ont reçues, vous voyez. Donc c'est un espèce d'entre-soi qui s'est mis en place de manière, je pense, tout à fait inconsciente, mais qui aujourd'hui a pour conséquence qu'on est dans un entre-soi, et surtout un entre-soi, je dirais, social et culturel, qui fait que les projets qui sont retenus correspondent à globalement, il y a bien sûr heureusement des exceptions, mais majoritairement, correspondent à un modèle qui est celui, je dirais, hérité du romantisme, où le talent consiste à exprimer sa subjectivité et à donner une consistance à ses fantasmes. Et donc le résultat, c'est que beaucoup de ces films sont autobiographiques, de près ou de loin, hein, et donc en réalité n'intéressent que le petit milieu dans lequel ça se passe. Et est-ce que la Nouvelle Vague, c'était pas un peu ça aussi? Mais ce modèle est né avec la Nouvelle Vague. Parce qu'il y avait un rapport aussi avec le public qui était très distant. Ah bah, c'est-à-dire, alors, c'est pas qu'il y avait un rapport très distant avec le public. Le projet des gens de la Nouvelle Vague, c'est de faire des films qui leur ressemblent. Donc, d'essayer d'échapper au modèle, il faut le reconnaître, assez contraignant, du cinéma populaire antérieur, c'est-à-dire enfermé dans des genres, avec des stars, des scénarios un peu bétonnés, des dialogues, des mots d'auteur, des performances d'acteurs, etc. Bon. Donc, le souci, c'est d'essayer de réintroduire un peu de subjectivité, de spontanéité, d'authenticité, voilà, de modernité, hein, dans un cinéma qui était en partie un peu fossilisé. Pas complètement, mais en partie. Mais effectivement, par quels moyens? En parlant de soi. Dont les 400 coups, c'est autobiographique. Alors, les films de Godard ne sont pas directement autobiographiques, mais ils sont autobiographiques dans le sens où les personnages masculins sont un peu des alter-ego du réalisateur, et que les personnages féminins correspondent aux fantasmes et d'ailleurs aux fréquentations, hein, puisque Godard, Karina, Louis Malle, Jade Moreau, etc., etc. Bon, chaque fois, il y a effectivement une fixation amoureuse qui stimule la créativité, entre guillemets, jusqu'au moment où, pour stimuler la créativité, on change de fixation amoureuse, hein, donc, voilà. Et donc ça, effectivement, ça se met en place avec la Nouvelle Vague. Ce cinéma, on va dire, un peu narcissique et autocentré. Pas toujours, mais quand même globalement. Et donc, dont le public populaire va progressivement se détacher. Parce que les fantasmes amoureux des petits bourgeois que sont les gens de la Nouvelle Vague, ça n'intéresse pas forcément le public populaire, hein. Ce qui disparaît dans ce cinéma, effectivement, d'abord, c'est
la présence de milieux sociaux plus larges. On aurait du mal à trouver la classe ouvrière dans le cinéma de la Nouvelle Vague, sauf pour s'en moquer, comme dans Les Bonnes Femmes de Chabrol. Et donc, il y a un rétrécissement qui s'opère dans les préoccupations et dans les représentations, et qui fait que, effectivement, on voit se mettre en place ce que j'ai appelé un cinéma à deux vitesses, c'est-à-dire d'un côté un cinéma réputé, et qui ne l'est pas toujours d'ailleurs, réputé ambitieux artistiquement, un peu confidentiel, un peu ésotérique, un peu hermétique, et qui est donné comme l'équivalent de l'art moderne, et qui est donc aidé par la vente sur recette, par les festivals, par les salles d'art et d'essai, et le lieu dans lequel on voit ces films-là. Donc c'est tout un système qui se met en place et qui permet de créer une sorte de réserve protégée pour ce cinéma d'auteur au masculin singulier. Et puis de l'autre côté, il y a le cinéma populaire tel qu'il existait avant, mais qui est devenu, je dirais, plus paresseux, parce que justement, il est laissé à la logique du marché, à l'état pur, et que donc ça donne en général à la fois des films très conservateurs, sinon réactionnaires, et d'autre part très paresseux sur le plan à la fois narratif, thématique, esthétique, etc. Mais pourtant, c'est vrai que c'est ce cinéma-là qui continue à avoir du succès, qui est populaire. Voilà. Et en même temps, c'est le seul cinéma, par exemple, qui aborde des questions sociales. Comme l'ont montré les succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Un petit truc en plus. Ce sont des films qui abordent des questions sociales, mais qui les abordent d'une façon, sinon conservatrice, tout au moins très consensuelle et un peu, souvent sur le mode du feel-good movie. Bon, voilà, donc pas très exigeant à tout point de vue. Et du coup, cette politique des auteurs, il y avait du coup un regard, comme vous le dites, très masculin, vous le développez dans le livre. Et comment, en fait, cette nouvelle vague et cette politique a, du coup, reproduit les rapports de domination, la domination masculine au sein même de ces relations, par exemple, entre les réalisateurs et les actrices. Et comment ce regard dans les films s'est transformé par rapport à ce que ça pouvait être avant la nouvelle vague, les personnages masculins ou les relations, par exemple. Oui, alors, bon, disons que la domination masculine, elle est bien entendu très présente dans le cinéma d'avant la nouvelle vague, mais à partir de la nouvelle vague, en tout cas dans le cinéma d'auteur, elle prend un masque, ce qu'on pourrait appeler un masque, c'est-à-dire que très souvent, les histoires que racontent les films d'auteur, ce sont des histoires d'hommes vulnérables, torturés, souvent des intellectuels, des artistes, et qui sont en danger à cause de leur incapacité à se défendre contre un sentiment amoureux. Et donc le personnage féminin est souvent construit comme un danger pour la créativité du protagoniste. Donc le propos du film, ça va être très souvent un développement sur la difficulté et à la fois la volonté et la difficulté à contrôler le personnage féminin, objet de la fixation amoureuse du protagoniste. Alors, bon, ça commence avec un bout de souffle. Le pauvre Belmondo est trahi par cette salope de Ginsberg, qui ne sait pas ce qu'elle veut, en plus. Et ça va continuer. Ensuite, Anna Karina dans Pierrot le Fou va également être à l'origine de la mort du même Belmondo. Donc, dans Jules et Jim, Jeanne Moreau, Catherine, va entraîner dans la mort Jim parce que Jim ne l'aime plus. Enfin bon, les femmes sont dangereuses, et il faut les contrôler. Cette configuration très misogyne, qui vient du romantisme, qui vient de loin, va prendre une autre
un autre habit avec la révolution sexuelle des années 70-80. Qu'est-ce qui se passe? La volonté d'émancipation qui au départ vient du mouvement féministe et qui est un désir des femmes de se voir reconnues comme sujet de leur désir, hein, va être dévoyée en une injonction faite aux femmes de se rendre disponibles au désir des hommes. Et comme évidemment c'est plus facile de contrôler une adolescente immature qu'une femme, on va voir émerger une génération de cinéastes qui va jeter son dévolu sur des figures de Lolita, aussi bien d'ailleurs dans le cinéma dit commercial que dans le cinéma d'auteur, et se fantasmer comme les Pygmalions de très jeunes filles. Hein, on sait que elles ont quelquefois même pas 15 ans quand elles sont élues par leur mentor. Ce cinéma-là va se donner comme couleur particulière une transgressivité qui s'exprime essentiellement par la possibilité de faire aux actrices des scènes sexuelles osées, c'est-à-dire des scènes sexuelles qui mettent les jeunes femmes dans des positions souvent humiliantes et en tout cas qu'en général elles ne maîtrisent pas. Que ce soit Judith Godrèche, Isil Lebesco, Caroline Dusset, etc., etc., etc. Et donc ce renouveau de la domination masculine s'exprime à travers la mise en scène de ces fantasmes sexuels qui sont très souvent l'inversion des rapports de force réels. Hein, typiquement dans les films de Jacot et Doillon des années 90, que ce soit Vanessa Paradis ou Brissot, Vanessa Paradis dans Noces blanches ou Judith Godrèche dans les films de Doillon et Jacot, ils fantasment, ces réalisateurs qui écrivent leur scénario, donc pas forcément tout seuls, mais enfin qui en ont la maîtrise, construisent des figures de jeunes femmes sexuellement agressives qui, en quelque sorte, jettent leur dévolu sur des hommes d'âge mûr. C'est-à-dire, évidemment, l'inversion de la situation. Mmh. Et donc, on va avoir une avalanche de films qui racontent... Alors, il y a Beau-père de Blier aussi. Hein. Il y en a des tonneaux qui racontent ce genre de fantasme, hein, sous couleur de transgression. Hein, c'est-à-dire il y a une confusion entre, disons, une certaine audace qu'on va dire progressiste, et puis des transgressions sexuelles qui n'ont rien à voir avec une quelconque avant-garde, mais qu'en France, par le truchement de figures comme Sade, Bataille et compagnie, on a fait passer pour des figures de transgression politique. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le dernier tango à Paris, bien sûr. Hein. Par rapport à ça, d'ailleurs, pensez-vous que, au vu des réactions qu'il y a eu sur ces prises de position, par exemple avec Godrèche, avec MeToo, avec ce qui s'est passé au dernier tango, avec le dernier tango à Paris, et puis même des réactions qu'il y a eu à la publication de votre livre, il paraît impossible d'associer lecture esthétique, on va dire, du cinéma et sciences sociales, travaux et rapports sur les violences. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, alors dans mon livre, je fais quelques analyses qu'on pourrait dire esthétiques, en ce sens que j'examine en détail la façon dont les scènes sont filmées, par exemple à propos de Naissance des pieuvres de Sciamma, ou des scènes sexuelles dans tel ou tel film. Donc je pense qu'il est tout à fait plausible d'articuler les approches culturelles et socioculturelles et la question de la mise en scène. Le problème de mes adversaires, je dirais, c'est qu'ils refusent absolument de prendre en compte de quoi parlent les films et comment ils en parlent. Et ils veulent s'en tenir à la beauté des images. Mais ça n'a aucun sens.
Un film, c'est un tout. C'est à la fois une histoire qu'on raconte, incarnée par des acteurs qui font des performances, c'est des cadrages, du montage, du découpage, c'est de la musique, c'est des dialogues, c'est tout ça. Et je me refuse absolument à privilégier un élément sur les autres. Mais je sais bien en même temps que la volonté de privilégier la soi-disant mise en scène, en plus dans les articles des revues cinéphiliques, on sait, tout ça est comment dirais-je, écrit d'une façon parfaitement hermétique, si bien qu'on ne sait absolument pas de quoi on parle. Mais si on voulait en parler avec bonne foi, hein, il est clair que la façon dont une histoire est racontée fait partie du sens qu'elle transmet, hein, et le fait de... Bon, ben, c'était déjà l'objet du fameux article sur le travelling de Capot, hein. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Les mouvements de caméra ont un sens, hein. Mais encore faut-il prendre la peine de dire quel sens ils ont. S'en tenir à dire « Ah, c'est beau » ou « c'est mystérieux », enfin, on se fout du monde. Les films, certes, sont très souvent ambivalents. Les films ne sont pas des tracts. Ils supportent le plus souvent des lectures multiples, sinon divergentes. Mais pour moi, et d'ailleurs dans mon livre sur la Nouvelle Vague, aussi bien que dans le livre que j'ai écrit avec Noël Beurre sur le cinéma populaire des années 30, 40, 50, nous faisons constamment des va-et-vient entre des considérations formelles, on va dire, hein, et des considérations narratives, thématiques, idéologiques, etc., culturelles. J'en passe et des meilleurs. Donc pour moi, il n'y a aucune incompatibilité. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui se réclament des approches esthétiques, sans d'ailleurs qu'on sache très bien souvent de quoi il s'agit, en réalité refusent les approches socioculturelles. Oui, c'est intéressant ça, parce que moi j'avais une question là-dessus, justement sur s'il y a un rapport vraiment entre l'esthétique promue, en tout cas par une certaine critique, dans la manière de parler d'un film et la classe sociale à laquelle on appartient. Alors ça c'est un autre aspect, oui, auquel je voulais venir justement, donc je vous remercie de me poser cette question, c'est que le fait de ne vouloir s'intéresser qu'aux aspects dits esthétiques, disons formels, d'un film, renvoie bien entendu à une posture sociale, socioculturelle, que Bourdieu a parfaitement identifiée dans la distinction. C'est justement la distinction. C'est-à-dire que tout le travail de la cinéphilie cahier, disons, hein, pour le dire vite, depuis les années 50, mais ça avait commencé avant, dans les années 20 avec Deluc, consiste à arracher le cinéma à sa gangue populaire pour en faire un objet de la culture distinguée, de la culture d'élite. Or, comment se caractérise la culture d'élite? Elle se caractérise par son intérêt exclusif pour la forme et sa distance par rapport à tout ce qui est d'ordre éthique. Oui, ce fameux débat entre morale et ce qu'on éthique et esthétique. Hein. Et ça reste absolument valable quand on parle du cinéma d'auteur et surtout des approches critiques du cinéma d'auteur. C'est que ce dont il s'agit, c'est de créer des objets de la culture d'élite qui soient en tant que tels inaccessibles au vulgum pecus, qui bien sûr ne comprend rien à la beauté des formes. C'est bien connu. Hein, et ne s'intéresse qu'aux affects et qu'aux histoires, enfin les midinettes quoi. Hein. Vous parliez tout à l'heure de conservatisme, voire de réaction dans le cinéma populaire. Est-ce que
Ce regard masculin et ce rapport de domination, il existe aussi dans le cinéma populaire. Est-ce qu'il y a aussi un regard qu'on pourrait qualifier de misogyne? Ah Oui, dans le oui, cinéma bien entendu. populaire. Enfin, misogyne, enfin, alors ça peut prendre des formes. La misogynie du cinéma d'auteur n'est pas la même que la misogynie du cinéma populaire, mais bon, comme j'y consacre quand même un chapitre à ce cinéma populaire dans mon livre, la domination masculine dans le cinéma populaire s'exprime d'abord par le fait que les têtes d'affiche sont masculines. On l'a vu à propos des films les plus populaires de ces dernières décennies, hein, que ce soit Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables ou Qu'est-ce qu'on a fait au Mon-Lieu, les choses sérieuses se passent entre hommes. Donc, enfin, je veux dire, c'est une espèce de base de départ. On le retrouve dans tous les films populaires avec Pierre Richard, Depardieu, etc., etc. Ce que les Américains appellent les buddy movies, hein, c'est-à-dire les films où les choses se passent entre hommes. Et donc, par exemple, dernier exemple, En fanfare. En fanfare, qui soulève une question absolument centrale dans la société française d'aujourd'hui, c'est-à-dire les discriminations socioculturelles, eh bien, ça se passe entre deux hommes. Et les femmes font de la figuration. Donc, la domination masculine s'exprime dans le cinéma populaire, je dirais, d'une manière beaucoup plus claire que dans le cinéma d'auteur, où on a très souvent des actrices très talentueuses, mais qui incarnent les fantasmes des protagonistes masculins. Donc c'est une autre forme de domination masculine, qui est beaucoup plus perverse et sophistiquée, je le reconnais. Et est-ce qu'il y a un cinéma qui vous plaît aujourd'hui là-dessus? Et moi j'ai envie de vous demander un peu plus généralement, quel regard vous posez sur les films que vous regardez? Alors d'abord, je n'ai pas l'esprit de système, contrairement à ce que mes adversaires laissent entendre. C'est-à-dire que je ne vais pas voir des films de réalisatrices en me disant c'est forcément formidable. Pas du tout. Quand je vais voir un film, j'y vais avec tous mes affects et toute ma sensibilité de spectatrice ordinaire, d'une certaine manière. Et donc, comme je le montre dans mon bouquin d'ailleurs, j'ai souvent un avis assez réservé sur des films de réalisatrices qui sont pourtant considérées comme même féministes. Mais moi, si vous voulez, justement, comme je sais que le cinéma, dans son processus de fabrication, n'a rien à voir avec la littérature, je sais bien que la même réalisatrice, ou le même réalisateur d'ailleurs, peut faire un film complexe, très fouillé, sur un sujet X ou Y. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les rapports hommes-femmes, bon, et que son film suivant peut être complètement raté. Là, on en a encore un exemple à propos d'une réalisatrice, Audrey Diwan, qui a fait un film intéressant à partir du récit d'Annie Ernaux, L'événement, hein, et donc il y a eu, et je m'en réjouis, le Lion d'Or à Venise, pour des raisons qui tiennent à ce que justement le cinéma est une industrie et donc est traversé par des rapports économiques extrêmement complexes. Le Lion d'Or à Venise lui a amené une commande à laquelle elle n'a pas pu résister parce que c'était assorti d'un très beau budget. Je veux parler d'Emmanuel. Hein, et, à mon avis, elle s'est complètement plantée. Bon, et donc, si vous voulez, le film m'a semblé tellement ennuyeux et tellement raté que j'ai renoncé à écrire dessus. Mais en plus, c'est un accident industriel, ce film. Hein. En tout cas, ça confirme une fois de plus que le cinéma d'auteur est un concept inopérant. Hein, et que, de la même façon que dans l'autre sens, des gens comme Donzelli ou Triet ont fait des films assez complaisants, et puis tout d'un coup, il y a des événements X ou Y, dont MeToo. Hein, il ne faut pas sous-estimer ce qu'a été le choc MeToo, y compris pour les réalisatrices. Qui fait qu'il y en a une qui fait L'amour et les forêts, et l'autre qui fait Anatomie d'une chute, qui sont deux films remarquables, mais ça ne nous donne aucune assurance sur la suite. Parce que ça dépend de tellement de facteurs
humains, économiques et autres, on verra. Hein. Mais disons que j'essaie d'aller voir les films avec à la fois mon regard de spectatrice ordinaire et bien entendu mon regard informé par les gender studies, mais sans a priori, c'est-à-dire ni dans un sens ni dans l'autre. Mais malheureusement, s'agissant d'un certain nombre d'auteurs, je suis rarement déçue dans le mauvais sens du terme. Au cinéma, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et Shyama elle-même, elle a fait des films moins intéressants que d'autres, sans doute pour plein de raisons, parce que le sujet l'inspirait moins, parce qu'elle n'a pas eu les collaborations qui auraient été pertinentes, pour plein de raisons. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que moi je suis très prudente c'est pas simplement que je pense que c'est une supercherie, c'est que, de fait, dans la pratique, je me rends compte que c'est pas pertinent. Et que quelqu'un qui fait un film passionnant peut ensuite complètement se... Et puis, il y a des films formidables qui sont la conjonction miraculeuse d'un certain nombre de facteurs humains et économiques qui ne se reproduiront pas. C'était vrai pour Grémillon et c'est vrai, par exemple, pour quelqu'un comme Dominique Cabrera, qui a fait un film que je trouve absolument remarquable, qui s'appelle Le lait de la tendresse humaine. Aucun de ces autres films, à mon sens, n'arrive à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pour ça que la notion d'auteur me semble très problématique, vraiment, pour des raisons matérielles. Il y a souvent la question de cette patte. Vous pensez que c'est quelque chose un peu d'abstrait de parler de patte artistique ? Oui. Moi, je pense que c'est surtout un délire de critique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par exemple, c'est clair que quelqu'un comme Romer avait mis en place une forme de cinéma, y compris économique, qui correspondait à la fois à ses fantasmes et à ses moyens. Et donc il a fait le même film pendant 40 ou 50 ans, avec des variations infinies, mais il avait en quelque sorte mis en place un bon rapport qualité-prix, qui lui permettait d'être indépendant et de refaire ad libitum, de concrétiser à l'infini ses fantasmes préférés. Mais c'est un peu une exception parce que le cinéma évoluant comme il évolue, l'idée d'avoir une autonomie économique comme Romer avait réussi à la construire, ça ne se trouve plus. Hein. Et donc, entre les tentations des plateformes, etc., et les multiples obstacles qui font qu'on n'arrive pas à financer un film, et puis tout d'un coup, on vous fait une commande, et puis alors on va sauter dessus pour pouvoir filmer, parce qu'on est désespéré de ne pas arriver à finaliser ce projet. Enfin, vous voyez, on est dans la précarité, c'est pour ça que personne n'est coupable là-dedans, mais on a quand même intérêt à être un petit peu lucide sur les conditions de fabrication des films, hein, qui ont encore une fois rien à voir avec la littérature. En fait, si vous voulez, par rapport à la crise actuelle, plus j'y réfléchis et plus je pense que le cinéma d'auteur souffre justement de cette réduction à l'individu au sens petit bourgeois du terme, où pour montrer qu'on est créateur, il faut être tyrannique. Et ça, je pense que, en tant que citoyenne, en tant que démocrate, en tant que féministe, je pense que c'est totalement erroné et qu'on crée des choses beaucoup plus intéressantes dans le partage que dans la tyrannie et dans la prédation. Voilà. Et donc mon vœu, c'est que cette réalité de la création collective au cinéma devienne la règle. Mais comme vous voyez, ça suppose de lutter contre cette idéologie délétère de la liberté de création
qui appartiendrait à un seul individu sur un plateau de tournage et qui, à mon avis, ne crée pas du tout des chefs-d'œuvre, hein, mais sans doute est à l'origine d'un certain nombre de ratages. Écoutez, Geneviève Cellier, merci beaucoup pour cet prie. entretien, c'était très intéressant. Et n'hésitez pas du coup, pour ceux qui nous écoutent, à vous procurer Le culte de l'auteur, qui est vraiment un livre assez passionnant sur le sujet. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci.